Alors, de quoi allons-nous parler dans cette prochaine demi-heure, un tout petit peu plus? Le réemploi, un levier fondamental pour l'économie de nos territoires, eh bien, c'est l'objet de notre échange. Et nous le savons ici, et puis nous en sommes tous convaincus, réparer, réemployer, réutiliser permet de réduire l'impact de notre production et de notre consommation sur la planète. Mais c'est aussi un formidable levier d'opportunités économiques avec un potentiel très significatif. Juste un chiffre pour le démontrer, parmi d'autres, 60 000 personnes travailleront dans les filières de réemploi à horizon d'ici 15 ans. Aujourd'hui, rien que pour la filière emballage, nous sommes déjà à 8 000 personnes travaillant dans ce secteur. Alors, quelle réalité sur le terrain aujourd'hui et pour quels bénéfices en matière de développement et de souveraineté économique, bien sûr en matière d'emploi, on va en parler, mais aussi de soutien à l'économie sociale et solidaire. Quelles sont les clés de succès et quels sont les freins à lever pour aller plus loin? Eh bien, nous allons en parler avec nos invités pour apporter éclairage et expérience. Stéphane Delautrette est avec nous. Bonjour Monsieur Delautrette, député du département de la Haute-Vienne. Vous me reprenez si je dis des bêtises. Président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, ainsi que co-rapporteur de la mission d'évaluation sur la loi AGEC, la loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire que nous connaissons tous assez bien ici. Lohengrin Schulz est également avec nous. Merci, bonjour. Vous êtes directrice du programme économie circulaire au secrétariat à la planification, secrétariat général à la planification et l'écologie. On va parler de cette instance, de son rôle et des constats qu'elle a pu mener, notamment en matière de développement économique. Yann Verling, merci d'être avec nous. Vous êtes président de la région Île-de-France, vice-président, bien sûr, pardon. Et votre délégation, précisément? La transition écologique. Merci. Vous n'hésiterez pas à prendre les micros. Voilà, vous en avez chacun un à votre disposition. Donc Yann Verling, vice-président de la région Île-de-France, et Émilie Carpels. Comme ça, on a la puissance publique et les entités publiques territoriales qui sont bien représentées, mais aussi les entreprises. Vous êtes directrice Sustainability chez IKEA. Et donc, on parlera aussi opportunités économiques, mais aussi sociales, synergie territoriale avec vous. Donc merci à tous d'être là et on va commencer avec vous, Lohengrin Schulz. Le secrétariat général à la planification écologique pose la vision à long terme des politiques publiques nationales, notamment pour développer les réemplois et les orchestres aussi sur le terrain, en tout cas avec les acteurs de terrain. Quels sont aujourd'hui, pour qu'on comprenne bien le potentiel du réemploi en matière de développement économique, quels sont les principaux atouts et les principales opportunités en matière de développement économique du réemploi? Merci. Bonjour à tous. Alors, on parle de secrétaire général à la planification écologique qui est rattaché au Premier ministre et qui a été créé en fait avec l'idée de comment on va avoir une vision systémique de comment on va arriver à réussir cette transition écologique sur le long terme. Donc, on va prendre 5 enjeux: biodiversité, changement climatique, adaptation au changement climatique et sobriété des matières. Cela suppose aussi des actions systémiques, on va être économiques, industrielles, territoriale et aussi comportementale. Donc c'est vraiment le levier du réemploi, c'est vraiment un levier structurant dans cette planification écologique. Et donc pour nous le réemploi, il est vraiment là pour, alors moi je suis en charge de l'économie circulaire, donc tout ce qui est sobriété matière, donc c'est vraiment un levier qu'on pousse, un levier structurant, puisque c'est vraiment un levier qui va nous permettre de réduire cette consommation de matière, réduire la consommation d'énergie, réduire la production de déchets. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va essayer de pousser, qui a vraiment un enjeu environnemental, mais aussi économique, puisqu'il va permettre en fait la relocalisation ou la localisation d'emplois locaux et des activités locales. Et on a aussi un vrai sujet au niveau, en tout cas, du secrétaire général à la planification écologique, c'est aussi le sujet de souveraineté. Et en fait, on voit bien que le réemploi permet de réindustrialiser, mais aussi d'avoir une souveraineté et de mieux prendre en compte et de mieux gérer notre dépendance, de réduire cette dépendance des matières, de notre approvisionnement de matières auprès des chaînes de valeur qui sont internationales. Et ça, c'est vraiment un sujet, pour nous, c'est pas une niche du tout le réemploi, c'est vraiment une politique industrielle et c'est quelque chose, en tout cas, qu'on prend vraiment dans les différents ministères, que ce soit l'environnement, écologie et économique, industriel et de consommation notamment. Et donc, c'est vraiment il y a vraiment un triple dividende qui est vraiment environnement, territorial et économique, en tout cas sur ce sujet. Et donc, comme on n'a pas voulu être trop macro, on a voulu voir vraiment un cas concret et c'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas,
les secteurs des équipements électriques et électroniques. Donc c'est un cas vraiment très précis. Oui, ça donne quelque chose de très exploratoire, vous allez nous expliquer, mais du coup qui permet bien de détacher les avantages et les atouts. Alors quel est-il? Alors du coup, on a du coup ce que je vous disais, on a essayé de travailler sur des cas très concrets. Donc là, on vient de terminer sur la cordonnerie, mais on a fait sur les équipements électriques et électroniques, et on a fait sur le lave-linge. C'est quand même quelque chose de très concret. Alors je ne suis pas vendeuse de lave-linge, ni dans les lobbies du lave-linge, mais en tout cas, c'est un sujet où on s'est dit, et si on comparait en fait un produit neuf, donc un lave-linge neuf, qui est 100% importé, avec un acte de réparation et avec même le reconditionnement d'un appareil, d'un lave-linge qui serait sur le territoire français. Et donc on a essayé vraiment de comparer l'allongement sur la durée de vie, le prix, l'effet sur le PIB français et l'effet aussi sur le coût moyen auprès des ménages et aussi auprès des emplois. Et donc qu'est-ce qu'on compare? C'est qu'évidemment on voit bien que, comme je vous ai dit, le lave-linge neuf sont importés. Et donc, en fait, la seule valeur ajoutée de ce produit pour le territoire français, ça va être la marge de distributeur qui est estimée à peu près 30%. Donc, vous voyez, vraiment sur un lave-linge qui est à 400 €, on est quand même dans un peu plus d'une centaine d'euros qui est vraiment sur la valeur ajoutée. Si on le compare à la réparation et au reconditionnement, on voit bien que là, en fait, on va tripler la valeur parce qu'on va avoir un produit certes qui est importé, mais on va avoir une activité qui sera locale avec des emplois locaux et avec une valeur ajoutée qui va être vraiment pas que sur la marge de distribution ou de revente, mais vraiment sur tout l'acte de réparation et de revente et de reconditionnement. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a aussi essayé de faire sur les ETP, les emplois. Quand on parle là de territorialisation et d'emploi local, c'est un vrai sujet. Et donc, toujours sur ce cas très concret du lave-linge, on s'est dit, donc comme je vous ai dit, on va avoir des ETP sur un produit neuf qui va comporter que sur à la marge les distributeurs et la revente. Alors que si on regarde la réparation, on va être sur du plus de 2000 emplois. Nous, c'est ce qu'on a estimé. Si on estime qu'on sera à 2 millions d'actes de réparation par an. Et pour le reconditionnement, ce serait plus de 1800 emplois, parce que là, on considère qu'il y aurait 1 million de machines vendues par an. Et donc, vous voyez, il y a vraiment un vrai effet. C'est vraiment un triple dividende. Et c'est vraiment, faut vraiment voir le réemploi comme... Enfin, on va s'approprier, on se réapproprie en fait le contrôle de nos ressources, de nos capacités industrielles et de nos outils de production. Oui, comment ça s'illustre à l'échelle territoriale, Yann Verling? Déjà, est-ce que ça vous parle, cette démonstration assez concrète avec des bénéfices qui sont assez nets et étayés? Comment ça s'illustre dans cette région Île-de-France dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Quelles sont les dynamiques et comment les soutenir? Alors, la région Île-de-France a cette particularité d'être une région qui est... c'est 30% du PIB, c'est 20% de la population française, donc c'est un concentré de marché, on va dire, extrêmement riche. On appelle d'ailleurs la région Île-de-France souvent, par rapport à l'économie circulaire, on l'appelle la mine urbaine. La mine urbaine au sens où la matière première qu'on massivement on intègre dans des produits qu'on importe, en fait on l'a déjà sur place. Donc tout l'intérêt aujourd'hui de réfléchir à utiliser cette mine urbaine, c'est de gagner en souveraineté, parce que c'est un des enjeux fondamentaux de notre pays et de l'Europe de manière générale, c'est de gagner en souveraineté. Donc ça participe pleinement de cette stratégie qui consiste tout simplement à identifier que plutôt que de faire du neuf avec la matière première qu'on va prélever dans la nature, on va chercher cette matière dans ce qu'on appelle la mine urbaine. Alors évidemment avec une gradation d'ordre de priorité. La priorité, c'est bien évident de ne pas transformer cette matière existante immédiatement en déchets. C'est de la faire passer par la case réutilisation. D'abord, puisque beaucoup d'objets, si on y prend garde, peuvent avoir une seconde vie, simplement avec quelques prudences. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tout un travail qu'on mène aussi au niveau de la région Île-de-France, c'est de faire en sorte que l'enlèvement d'un objet, quel qu'il soit, c'est de l'électroménager, mais ça peut aussi être des bâtiments de construction, etc., on l'enlève correctement et proprement pour ne pas le dégrader et pour lui donner une seconde vie dans la même fonction qu'il avait. Une machine à laver reste une machine à laver, une porte reste une porte, une fenêtre reste une fenêtre, etc. Mais ça demande un enlèvement au départ qui est fait proprement. Et puis derrière, après, tous les enjeux que vous avez décrits sont évidemment extrêmement importants. On a des enjeux environnementaux, évidents. C'est un des moteurs, un des drivers principaux sur lesquels on démarre toujours un petit peu l'action du réemploi et de la réutilisation. Mais derrière, il y a des drivers de souveraineté, matière.
de souveraineté économique, de récupérer toute cette matière. Je pense par exemple aux batteries. Aujourd'hui, il y a des métaux dans les batteries. Il ne faut surtout pas les jeter ou les brûler. Il faut les récupérer pour refaire justement peut-être de la batterie, peut-être d'autres choses. Et puis, on y arrive ça concrètement aujourd'hui? Il faut vraiment, on y arrive concrètement, oui, bien sûr. Les procédés existent. Le sujet, c'est de les industrialiser pour en faire baisser le coût. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, ça n'est pas rentable. Donc, d'où la puissance publique, d'où l'aide, etc. Mais en industrialisant, c'est le principe général de l'industrialisation, c'est que vous standardisez les process et vous faites baisser les coûts. Donc, tout l'enjeu aujourd'hui de tout ce dont on parle, c'est-à-dire que ce soit le réemploi, que ce soit la réutilisation, que ce soit la récupération de matière, c'est la massification. C'est vraiment ça le sujet aujourd'hui, pour faire baisser les coûts et pour que le modèle économique puisse exister par lui-même en tout cas avec beaucoup moins d'aide publique, l'argent public devenant rare. Je vais faire tourner la parole, mais un ou deux freins justement de ce passage à l'échelle que vous avez constaté sur le terrain. C'est peut-être d'abord le réflexe acheteur. Le réflexe acheteur, c'est-à-dire que c'est de faire diffuser un peu à tous les niveaux, du particulier, de se dire au fond, acheter un objet qui a une seconde vie, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est souvent moins cher d'ailleurs, mais c'est aussi le réflexe acheteur public ou acheteur entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les collectivités locales, aujourd'hui, elles ont la capacité, parce qu'elles sont des acheteurs publics, d'acheter du mobilier qui a déjà eu une vie avant, d'acheter des ordinateurs qui ont déjà eu une vie avant, etc. etc. Donc c'est l'acheteur public, il a une puissance de tir pour créer le marché qui est extrêmement forte. Il pourrait être plus exemplaire? Bien sûr, mais bien évidemment. On a énormément de collectivités aujourd'hui qui achètent du neuf, mais elles pourraient acheter de manière beaucoup plus systématique du seconde main. C'est très important. C'est vrai pour les entreprises aussi, qui doivent aussi jouer le jeu de la seconde main pour leur mobilier de bureau, pour les ordinateurs, voire, et ça c'est ce qui commence à se développer, évidemment, pour la vente, pour les distributeurs, la vente directe dans des grands magasins de produits qui ont une seconde vie, voilà, qui sont issus de la seconde vie. Ça commence à venir, c'est encore timide, mais c'est objectivement un chemin qui est vraiment essentiel. Stéphane Delautrette, est-ce que la loi, est-ce que le législateur peut aider à lever ces freins? Alors là, on est sur des freins aussi liés aux pratiques, aux usages. Donc on sait que la pédagogie, elle est nécessaire à tous les niveaux. Vous avez parlé de l'État, de la puissance publique, des entreprises. Les citoyens aussi ont besoin de se familiariser avec ces nouveaux usages. L'offre a besoin de se développer. Est-ce que la loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire en a fait assez, vous qui la connaissez bien, qui l'avez évaluée? Et sinon, par quel chemin faut-il aller plus loin? Alors, plusieurs choses. Peut-être rappeler, et vous l'avez dit, c'est que si nous sommes là aujourd'hui pour évoquer ce sujet ensemble, c'est parce qu'il y a eu une impulsion législative. Et l'impulsion législative, ça a été la loi AGEC, cette grande loi AGEC. Moi, je n'étais pas parlementaire au moment de son vote, mais qui a consacré l'économie circulaire dans la loi avec ses différentes déclinaisons, et qui a fixé des objectifs, c'est bien le sens de la loi, des objectifs ambitieux dans différents domaines. On va pas revenir sur tous les objectifs qui ont été fixés dans la loi, et que l'autre rôle des parlementaires, alors objectifs et ambition qui fixent le cadre de l'action du gouvernement, parce que rappelons que le cadre d'action du gouvernement en la matière, il est fixé en amont par la loi, que c'est bien le rôle du législateur de donner cette impulsion-là. Et ensuite, de s'assurer, et ça c'est l'autre mission des parlementaires, que la loi qui a été votée est bien mise en œuvre, d'où le sens des évaluations que nous conduisons à l'Assemblée nationale pour voir si, les objectifs assignés ont été atteints, analyser le pourquoi tel ou tel objectif ne serait pas atteint et faire des recommandations au gouvernement pour lever effectivement les freins à ce qui a été identifié comme ne permettant pas d'atteindre l'objectif. Alors si on va sur l'évaluation AGEC, nous avons auditionné 60-70 structures, acteurs du domaine de l'économie circulaire pour balayer l'ensemble des champs de la loi et pour formuler 100 recommandations dans tous les domaines de la loi. Alors après,
tout ne se traduit pas par la loi. Il y a un volet réglementaire et là, il s'agit au gouvernement que de devoir prendre les dispositions. On pourra revenir justement sur quelques points qui n'ont pas été sur la voie réglementaire mise en œuvre et qui ne contribuent pas à atteindre l'objectif. Mais un des principaux enseignements que l'on retient de l'évaluation AGEC, c'est que autant sur la question du recyclage, même s'il y a encore du chemin à parcourir, nous avons quand même pas mal évolué. Par contre, le réemploi, alors je dirais la reuse économie, parce que ce R qui consiste à traiter aussi bien de la réutilisation que du réemploi, que de la réparation, enfin tout ça est lié. Même si je n'aime pas les termes anglo-saxons, reuse, c'est peut-être ce qui permet de mieux comprendre ce qu'il y a derrière ces 3 R finalement, qui n'en est qu'un dans la logique des 3 R. Donc là, il y a, à mon sens, un sujet. Jan Verling l'évoquait, la question des achats et notamment du rôle des acheteurs publics qui sont, on le sait, ont un effet d'entraînement de la population. Donc là, sur la question des achats publics, il y a beaucoup de choses encore à faire avec derrière la question de la réparation. Parce que pour faire du réemploi, il faut réparer. Pour réparer, se pose la question des pièces détachées. Qui dit pièces détachées dit normalisation des pièces détachées. Donc vous voyez, il y a toute une réflexion à avoir et qui mérite maintenant d'être approfondie pour ne prendre que cet exemple-là. Sur la question du développement économique, pour nous recentrer aussi sur l'objet de notre table ronde, est-ce qu'il y a un point, une proposition particulière que vous avez pu formuler parmi celles dont vous nous parliez tout à l'heure à l'issue de cette analyse? Oui, ça a été évoqué par un certain nombre d'intervenants et je pense que d'autres ne manqueront pas de l'évoquer. Il y a encore une difficulté à trouver le modèle économique, alors qui tient compte au fait que nous n'avons pas suffisamment massifié les choses, et tant que nous n'aurons pas massifié les choses, difficile de trouver l'équilibre économique. Donc là, le rôle des pouvoirs publics, c'est l'accompagnement dans la massification. Ce sont tous les débats que nous avons au moment du projet de loi de finances, dans un contexte que l'on connaît, donc sur des sujets qui fâchent, parce que dès qu'on appelle à plus d'intervention de la puissance publique pour accompagner dans le modèle économique, on s'entend dire que l'État n'a plus les moyens de le faire. Donc bon, un vaste sujet. En tout cas, moi, je porte des propositions en la matière. Une autre proposition, moi, que j'ai portée dans le PLF l'année dernière, qui avait été actée en commission et qui a été évacué en séance et évacué par le 49.3, c'est la TVA circulaire, qui est un levier qui, à mon sens, permettrait d'accompagner économiquement les réparateurs dont on sait qu'ils disparaissent progressivement de nos territoires. Donc voilà 2 illustrations sur lesquelles nous pouvons encore avoir des leviers d'action. Merci. Émile Carpels, j'ai envie de dire, chez Ikea, c'est un peu dans l'ADN de la marque. On monte son meuble, on le démonte, on le remonte, on le prête, on le donne. Enfin, il y a cette philosophie du réusage déjà inscrite dans la marque. Qu'en avez-vous fait, je dirais, de cet héritage? Comment se poursuit-il aujourd'hui avec les nouveaux enjeux de développement économique et notamment de développement cette reuse économie? Et puis dites-nous aussi dans quelle mesure, en termes de développement business, c'est aussi un enjeu évidemment pour les entreprises. Quelle perspective cela vous a ouvert? Alors c'est vrai que la circularité, ça permet clairement de lutter contre le changement climatique. Et chez Ikea, comme on est leader mondial du marché de l'ameublement, nous estimons que nous avons à la fois l'opportunité, mais aussi la responsabilité de nous engager dans une transition qui soit plus circulaire. Et donc pour cela, nous avons identifié 3 principaux leviers. Réduire le nombre de déchets que nous mettons sur le marché. Réparer, vous en parliez également. Réutiliser, tout ce qui va être réemploi, et en dernier recours, le recyclage. Sur cette partie de réduction, l'avantage que nous avons chez Ikea, c'est que nous avons un modèle qui est assez spécifique, où on maîtrise la chaîne de fabrication depuis la conception jusqu'à la mise sur le marché. Et donc on peut avoir un œil tout à fait attentif à la conception de nos produits. Parce qu'il faut savoir qu'il faut plus de 3 ans quand même pour développer un produit Ikea avant de le mettre sur le marché. Donc c'est dire toute l'attention qu'on y porte. Et dans cette phase de conception, on va intégrer ce qu'on appelle l'éco-conception. C'est-à-dire que nous allons intégrer de la matière première recyclée dans la fabrication de nos produits.
Donc nous avons de plus en plus de produits qui sont fabriqués à partir de matières recyclées, mais nous voulons aussi aller au-delà de ça et avoir un fonctionnement en boucle fermée. C'est-à-dire que nous voulons aussi créer notre propre gisement de matières premières. À titre d'exemple, nous avons ouvert un centre de recyclage de matelas dans l'Aveyron il y a quelques semaines. Notre ambition, c'est de récupérer la mousse des matelas post-consommation pour la réintégrer dans notre chaîne de fabrication de matelas et recréer des matelas qui soient à 80% recyclés. Donc là, c'est vraiment la boucle est bouclée, hein, fonctionnement en boucle fermée. Au-delà de l'éco-conception, on travaille, vous l'avez dit, sur la durabilité de nos produits. Quand on conçoit un produit, on le conçoit pour qu'il soit solide, pour qu'il soit facile à monter et à démonter, pour qu'on puisse prolonger effectivement sa durée de vie, que les clients puissent l'emporter lors de déménagements et que ce soit facile à monter et à démonter. C'est dans cet esprit aussi qu'on a retravaillé nos meubles iconiques comme la Calax, comme la Billy ou la Pax, où il y a désormais moins de vis et on sort son meuble et il est prêt à être monté. Donc c'est dans cette optique que nous allons également. Et on ne s'attache pas seulement non plus à la conception des produits, on est en contact vraiment avec le client. Donc notre responsabilité aussi, c'est de normaliser un mode de vie qui soit plus durable et partager des bons gestes pour prolonger la durée de vie des produits. Donc c'est pour ça que nous mettons justement à disposition de nos clients des pièces détachées, de la visserie gratuite dans nos magasins. On change les meubles qui n'ont pas été montés s'ils ont moins d'1 an. Donc c'est tous ces services qu'on va pouvoir proposer aussi à nos clients. Comment réagissent les clients, les consommateurs à cette offre-là, ou même de nouvelles offres, pour prolonger justement la durée de vie des produits? Je sais que vous avez un dispositif de reprise des produits aussi, si vous pouvez en dire un mot. Est-ce qu'il y a une bonne réception de ces nouveaux usages? Alors, on voit qu'il y a un vrai engouement de manière générale sur la seconde vie, parce que notre chiffre d'affaires de seconde vie a augmenté de 6% entre l'année fiscale 2023 et l'année fiscale 2024. Et ils sont tout à fait aussi attentifs à leur portefeuille, notamment, mais aussi à ces enjeux de responsabilité qui sont un peu dans leur conscience citoyenne de plus en plus. Et c'est pour ça que aussi chez IKEA, nous favorisons des ateliers autour de ce qu'on appelle l'upcycling, c'est-à-dire que nous allons proposer de relooker les produits, les meubles de nos clients pour leur donner une seconde vie, pour qu'ils aient envie de les garder plus longtemps. Ça évite de racheter du neuf. Et peut-être pour revenir sur l'aspect circularité, c'est vrai que ça fait partie de notre ADN depuis toujours, de proposer des meubles de seconde vie. C'est inscrit dans les concepts de nos magasins IKEA depuis toujours, même si c'était avant des espaces qu'on appelait les bons filons. Ces espaces de seconde vie dans nos magasins, ils sont constitués à partir de meubles qui ont été exposés préalablement, donc qui ont déjà eu une première vie en magasin. Et puis, depuis 2014, on propose également un service de rachat de nos meubles à nos clients pour alimenter ces espaces seconde vie. Donc, ça fait vraiment partie de nos opérations, de notre orientation, à tel point qu'on va pousser aussi de la promotion de ces produits-là au travers de campagnes marketing très fortes, avec des slogans aussi très impactants, aimez-les pour leurs petits défauts, neuf ou occasion, même émotion. Et l'idée, justement, vous en parliez, c'est de rendre désirables ces produits de seconde vie. Lohengrin-Schultz, c'est quoi la clé de succès? En tout cas, on parlait de passage à l'échelle, on parlait de massification, on a dit c'est faire baisser les coûts aussi. On a encore beaucoup d'investissements aussi pour développer ces nouvelles offres et ces nouvelles solutions. C'est quoi la clé de succès, en tout cas, ce qui peut être un peu déterminant pour essayer de passer ce cap du passage, en tout cas de quitter un peu l'échelle locale, même si c'est évidemment indispensable, pour donner un effet un peu plus important. Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs clés de succès. Je pense que surtout, il ne faut pas se dire pour massifier on va accumuler des dispositifs. Je pense qu'il faut avoir une vraie planification coordonnée au niveau national et aussi au niveau local. Nous, c'est ce qu'on pousse aussi dans les COP régionales de planification écologique. C'est vraiment qu'au niveau local, en fait, on prenne ce contexte, on prenne ce levier et que comment, en fait, on fait parler aussi les gens, les acteurs, comment on fait pour avoir un cadre économique aussi qui soit incitatif. Comment on soutient financièrement le réemploi et vraiment un soutien financier qui est vraiment adapté au réemploi, pas adapté qu'uniquement au recyclage ou à l'usage unique. Et c'est aussi de se dire comment on fait avoir un cadre incitatif
pour les producteurs, mais aussi pour les consommateurs. Et dans cette planification au niveau local, c'est de voir comment on fait aussi sur les niveaux, les leviers structurels et les leviers aussi d'expérimentation en fait aussi encadrés. Yann Verling, vous la mettez en œuvre, cette planification à l'échelle régionale pour la réduction des déchets, donc le développement du réemploi. Qu'est-ce qui fonctionne? Un ou deux exemples où là, vous dites ça marche. Alors, nous, très concrètement, on a des pépites, j'allais dire ça comme ça, des pépites, c'est-à-dire des entreprises qu'on aide et qu'on accompagne pour qu'elles déploient leur modèle économique. Je pense à Vesto, par exemple, sur l'électroménager qui professionnel et répare de l'électroménager professionnel. Et quand je parlais des grands acheteurs, les acheteurs des collectivités publiques ou de la grande restauration, ils ont besoin de ce type d'usage. On a aidé aussi des entreprises qui font du lavage, donc laver les contenants réutilisables. C'est des échelles, on va dire, enfin des échelons extrêmement importants quand on veut se passer du plastique jetable et qu'on veut des contenants réutilisables. Il faut les laver et donc c'est pas forcément la capacité de la cantine de pouvoir le faire. Il faut peut-être avoir une mutualisation. Et donc on aide cet échelon-là de lavage. Sur des sites industriels, des process industriels. Absolument, ce sont des processus industriels et c'est tout l'enjeu évidemment de réussir à aider les entreprises qui sont au bon échelon pour permettre à d'autres de faire de la réutilisation. Si vous me permettez, parce que je ne vais pas pouvoir rester, je voulais insister sur un point qui est très, chez nous, crucial, et j'imagine que c'est dans les autres régions vrai aussi, c'est la question du foncier. Parce que pour beaucoup, on parle de relocalisation, on parle d'emploi local, on parle d'industrie locale, mais quand vous récupérez des objets, et je pense à l'électroménager, c'est encore plus vrai pour le BTP, quand vous récupérez des portes, des fenêtres, des matériaux de construction qui peuvent avoir une deuxième vie, c'est pas immédiatement facile de trouver l'exutoire. Donc il faut le stocker. Et c'est vrai aussi pour les ateliers de réparation, c'est vrai pour les machines qui arrivent, il faut les stocker, ça demande des hangars extrêmement importants, donc ça demande beaucoup de place. Et pour ce foncier, en Ile-de-France, la tension est énorme, évidemment. Et donc, nous, on a vraiment pris à bras-le-corps cette question du foncier, à la fois en identifiant les fonciers disponibles dans les communes pour pouvoir le mettre à disposition des acteurs qui en ont besoin. Et puis aussi, on a un schéma directeur d'aménagement du territoire qui a intégré cette question du foncier pour l'économie circulaire. Donc c'est vraiment là aussi de la planification foncière qu'il faut avoir à l'esprit pour pouvoir permettre cette relocalisation d'une économie du réemploi. Et maintenant, je dois vous abandonner. C'est très mal poli de ma part de rester jusqu'à la fin, mais je ne peux pas rester. Merci Yann Verling, merci. On vous laisse partir. Merci pour votre témoignage, pour l'expérience. Il y a des leviers, en tout cas, pour solutionner cette problématique de l'espace. C'est vrai que si on veut réparer, si on veut stocker pour pouvoir ensuite redistribuer ou réemployer, réutiliser, comment on fait pour lever ces freins-là? Effectivement, entre nos territoires ruraux et nos territoires très urbains, les problématiques ne sont pas les mêmes. On peut entendre la difficulté que c'est en Ile-de-France. Oui, alors la question du foncier est un sujet central et pas plus tard que la semaine passée, nous avons déposé avec la présidente de la Commission de développement durable et aménagement du territoire de l'Assemblée nationale d'une proposition de loi pour justement doter les élus locaux d'une boîte à outils pour justement, sur cette question du foncier, pouvoir avoir différents leviers, y compris fiscaux, qui facilitent la reconquête du foncier parce que c'est un vrai sujet. Le bâti existant est un vrai problème sur les territoires et y compris sur les territoires ruraux si on veut conjuguer cela avec l'objectif du zéro artificialisation nette. Donc c'est un sujet en débat. Nous avons fait des propositions de loi en la matière et j'espère que nous aboutirons à conjuguer les deux choses parce que moi je crois à la maîtrise du foncier et à garder cette trajectoire du zéro artificialisation nette, mais qui dans sa traduction opérationnelle sur les territoires, où il nous faut trouver le bon mode opératoire et qui permette de concilier les deux. Je voudrais qu'on vienne sur un point, avant de terminer par un petit tour de table, sur l'économie sociale et solidaire, parce que les liens sont extrêmement forts entre évidemment, le développement du réemploi et le développement de cette économie et tous ces bénéfices sociaux qu'elle offre. Lohengrin-Schulz, est-ce qu'effectivement là aussi c'est un vrai levier? Est-ce qu'on constate aussi sur le terrain, est-ce qu'on encourage justement le développement de solutions
en lien avec les objectifs aussi, je dirais, sociaux de certaines associations, de certaines entités qui œuvrent pour développer cette économie sociale et solidaire sur le terrain. Oui, bien sûr. En fait, l'objectif, c'est aussi, comme je vous disais, c'est d'embarquer tous les acteurs. Et on va développer un modèle économique. Enfin, vraiment, le réemploi, c'est ce qui nous permet, en fait, c'est la sobriété qui va générer de l'activité. Et du coup, il faut vraiment embarquer et les structures de l'économie sociale et solidaire et les autres, évidemment. Mais c'est vraiment qu'on aille tous sur cette même finalité. Et la finalité, c'est qu'on doit réduire cette consommation de matière. Et ça va passer avec l'embarquement de tous les acteurs, consommateurs et tous les acteurs économiques, et évidemment, économie sociale et solidaire. Et sur la formation aux nouveaux emplois, parce que quand on parle effectivement de réparation, de choses qu'on ne faisait pas avant, puisque voilà, en passant à l'économie linéaire, on développe ces nouveaux usages et donc de nouvelles compétences. Quel est l'enjeu de formation professionnelle? On imagine qu'il est assez conséquent. Comment on organise ça? Avec quels acteurs? Et comment on le structure dans le temps? Oui, pas de souci. De l'autre traite. On demandera ensuite à Madame pas de Carpels. souci. Dans la planification écologique, on a aussi un rôle d'emploi et compétences. On fixe des finalités 2030-2050, mais pour atteindre ces finalités, on a ce qu'on appelle le bouclage matière, mais on a aussi, si on voudrait, un bouclage emploi et compétences. S'assurer d'avoir les emplois, les compétences, les formations et les ETP pour atteindre ces objectifs. Et c'est vraiment quelque chose auquel on travaille vraiment beaucoup avec le ministère, notamment du Travail et de l'enseignement supérieur et de la formation aussi professionnelle. C'est vraiment comment on embarque et comment on fait aussi pour avoir ce type de métier et comment aussi on rend désirable dès aujourd'hui ce type de métier pour que les Français en fait s'engagent dans ces formations. Et là, on a vraiment un sujet de désirabilité pour aller vers ces sujets beaucoup plus manuels. Et c'est vraiment tout un narratif à refaire. Moi, justement, puisque vous disiez justement que les nouvelles offres marchaient plutôt bien auprès de vos clients, donc comment on crée ce désir? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Est-ce que c'est le coût? Si on arrive à proposer des dispositifs ou des offres où le prix est un peu moins cher, est-ce que c'est, je ne sais pas, d'autres leviers auprès des consommateurs que nous sommes tous? Alors, j'aimerais peut-être revenir sur ce qu'on parlait en termes d'économie sociale et solidaire, parce que c'est vrai que chez IKEA, on travaille aussi sur cette collecte persévérante pour un réemploi solidaire. La collecte persévérante, c'est comment est-ce qu'on arrive à augmenter le potentiel de réutilisation des produits que l'on collecte chez nos clients. Et donc, on a un partenariat qu'on a mis en place avec Ecomaison où, en fait, on alloue des surfaces de parking et on positionne des containers Ecomaison justement pour maintenir en bon état les produits qu'on a collectés chez nos clients. Et ensuite, la vocation de ces produits, eh bien, c'est de les donner à des associations locales. Et donc, c'est aussi comme cela que l'on s'inscrit dans le territoire chez IKEA en partenariat avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Sur la question du coup de la désirabilité, peut-être pour quasiment finir sur cette question, qu'est-ce qui pour vous fait la différence? Quelles sont les offres, les propositions qui fonctionnent le mieux? Eh bien, effectivement, vous en parliez, il y a effectivement un levier prix. La seconde main, c'est moins cher. Et puis, il y a toute la communication qu'on peut mettre autour. Et j'en parlais aussi un petit peu tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on arrive à rendre désirables ces produits. Et nous, on le fait au travers de campagnes de communication. On le fait, là on a communiqué aussi très, très récemment à Saint-Lazare avec une campagne très forte où on voyait des pancartes qui tombaient pour dire regardez, vous avez besoin d'une vis, chez Ikea les vis on vous les donne et puis vous pouvez réparer votre meuble. On vous donne aussi des pièces détachées pour que vous puissiez prolonger la vie de vos produits. Au lieu de changer un canapé, on vous propose de racheter une housse simplement pour prolonger la durée de vie de vos canapés. Donc ce sont des petits produits additionnels qui nous permettent de prolonger la durée de vie des produits. Alors un dernier mot pour chacun, gardez la parole puis qu'on finira avec monsieur le député. Vraiment, s'il y avait là une mesure à mettre en œuvre là tout de suite, demain, même dès à présent, pour accélérer ou pour lever un frein qui est clé, chacun de votre point de vue, notamment vous IKEA, du point de vue de l'entreprise et de son business, quel serait-il? Alors c'est vrai que nous, on est un acteur de la grande distribution, donc on est forcément guidé par la satisfaction de nos clients. Et donc pour nous, ce serait d'avoir une expérience client qui soit similaire à celle du neuf. Donc avoir une expérience client de la seconde vie similaire à celle du neuf, c'est-à-dire proposer le même type de service. Acheter en ligne des meubles d'occasion, se les faire livrer et se les faire monter. Je pense qu'il y a un vrai potentiel justement à aller chercher dans les services associés. Lohengrin Schulz.
Moi, ce serait Si clairement... vous aviez la baguette magique. Alors, je suis entrée des choses sur la baguette magique. Non, en fait, je pense qu'il faut vraiment qu'on réussisse sur le cadre incitatif sur les producteurs et les consommateurs. Je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à faire... Comment on fait pour que le réemploi soit plus désirable que l'usage unique? Qu'est-ce qui fait en fait? Comment on pourrait pousser les consommateurs à ne pas prendre le produit qui a usage unique, mais le produit qui est à côté qui est réemployé? Et ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on agisse sur les cadres incitatifs. Comment on fait en fait pour que le réemploi puisse être moins cher que du neuf? Comment on fait pour que ce soit plus simple, plus visible? Et c'est vraiment sur ça qu'il faut jouer, et ça peut être aussi sur des soutiens économiques. Mais voilà, c'est vraiment comment on fait, et c'est pour moi le soutien économique qui doit être adapté sur en tout cas le début, en tout cas avant que ce soit mis à l'échelle, et que c'est une petite aide, mais qui je pense peut vraiment engendrer une vraie mise à l'échelle du réemploi. Stéphane Delautrette, pour finir. Oui, merci. Alors, avant de finir, quand même, moi, je ne voudrais pas qu'on oublie les territoires ruraux. Pour moi, c'est un sujet important parce qu'on voit que les expérimentations, les choses qui se développent le plus se font dans des territoires denses, des territoires urbains. Et ça, on le comprend bien. N'oublions pas que si on veut réussir à relever le challenge, il va falloir traiter la question de la ruralité. Ça renvoie à la question de la solidarité, de la péréquation. Donc ça, c'est un point sur lequel moi je suis particulièrement vigilant, et il faut vraiment, si vraiment on veut changer de trajectoire, il faut arriver à mettre tout cela en œuvre sur l'ensemble du territoire. Et pour conclure, si c'est une forme de conclusion pour mon intervention, moi je crois qu'il faut qu'on assume politiquement ce changement de paradigme économique. On ne le porte pas suffisamment politiquement. On parlait du citoyen. Moi, j'entends les citoyens être sensibles au sujet de la souveraineté, qui comprennent très bien les choses, mais qui ne voient pas toujours l'intérêt d'agir dans tel ou tel sens. Donc, je pense que les pouvoirs publics ont un vrai rôle dans ce domaine-là, mais c'est parce que nous assumerons politiquement ce changement de paradigme que nous contribuerons plus rapidement à faire changer les choses. Eh ben, je vous remercie beaucoup. On termine par un message positif. Merci pour votre temps et votre participation. Merci beaucoup à tous pour votre écoute et votre intérêt.